Alors que les élections municipales se préparent en France comme au Québec, je pars à la rencontre d'élus locaux pour les interroger sur leur vie d'élu, comme sur leur vie d'avant. Voix d'élu, c'est une série de discussions pour passer de l'autre côté du miroir. Comment devient-on un élu local? Que fait un élu au quotidien? Quelles ont été leurs surprises en début de mandat? Quelles sont les qualités nécessaires pour mener les transitions? À l'heure où la politique dégoûte, ennuie ou fascine, ces échanges cherchent à démystifier le quotidien des élus et le chemin pour en arriver là. C'est aussi l'occasion de partager avec sincérité les bons coups comme les mauvais coups pour celles et ceux qui veulent s'engager. Aujourd'hui, je rencontre Laurence Fortin. Elle est actuellement vice-présidente du Conseil régional de Bretagne en charge de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et de la stratégie foncière. Mais avant d'en arriver là, elle a expérimenté tous les échelons de l'élu territorial, à commencer par la mairie de La Roche-Maurice. Elle nous parle donc des relations de coopération et de subsidiarité entre ces différentes échelles. Laurence Fortin est aussi fortement identifiée sur les sujets de sobriété foncière qu'elle a poussé, porté dans le SRADET breton. Outre son parcours d'élu local, elle nous raconte cette prise de position et comment avancer sur un sujet aussi sensible que la répartition des droits à artificialiser. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Retrouvez toutes nos publications sur notre site. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Laurence Fortin, bonjour. Bonjour. Laurence, tu es actuellement donc vice-présidente du conseil régional de Bretagne, en charge de l'économie, de l'industrie, de l'innovation et de la stratégie foncière. Alors, puisque c'est pas assez, tu es aussi présidente de la Sembraise, élue à l'EPF, je crois, Ouais, établissement vice-présidente public aussi. foncier, vice-présidente, voilà, et aussi présidente de la commission aménagement du territoire de Région de France. Je suppose d'autres trucs aussi, hein, pas forcément satellites, qui prennent aussi du temps. Aujourd'hui, de ce que je comprends, ce que j'espère en tout cas, c'est que tu es une élue à plein temps, parce que tout ça en prend du temps pour le coup. Pour autant, tu es pas devenue élue comme ça. Est-ce qu'on peut reprendre cette histoire, ta vie, d'avant, et finalement à un moment un changement de vie en prenant des responsabilités locales? Mmh. Effectivement, élue à plein temps et j'aime à dire, que la politique me prend tout le temps que je veux bien lui donner et comme je suis un peu passionnée par mon sujet, je lui donne, beaucoup de temps. Mais finalement, je fais pas différemment que ce que je faisais dans ma vie professionnelle et à date, j'ai encore fait plus de vie professionnelle privée classique que de vie d'élu. Et c'était quoi cette vie professionnelle? Eh bien, j'ai fait plus de 20 ans, dans la banque Ouais. où j'ai fait un certain nombre de où j'ai exercé un certain nombre de fonctions, hein, du particulier au professionnel, en passant par le marché de l'agriculture, de l'organisation réseau, de la qualité, donc vraiment des choses très différentes, très transversales. Une entreprise dans laquelle il y a eu, beaucoup de formations internes et qui a permis, de me faire évoluer dans plein de fonctions. Donc, un métier que j'ai exercé avec passion et qui était très en lien, je trouve, avec, la vie de tous les jours des uns et des autres, entre, la réalisation de leurs projets et la réalité économique. Finalement, j'ai trouvé que ce milieu de banquier était assez en cohérence. J'arrive à la politique un peu par hasard, on Ouais, peut mais dire comme ça. c'est jamais vraiment par hasard quand même. Ça ne tombe pas dessus, Ça tombe pas dessus, alors d'une part parce que, enfant, j'ai été dans des milieux, d'engagement.
Je pense que ça a beaucoup joué. On est en Bretagne, terre, d'engagement avec, des parents engagés, dans l'action catholique à l'époque, moi-même ayant été à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, même si j'étais, fille d'agriculteur, mais il n'y avait déjà plus de jeunesse agricole chrétienne suffisamment en nombre. Un lieu où on milite finalement, où on rêve, du monde, idéal et peut-être que ça, c'est resté, au fond de moi très bien ancré. Et puis dans ma vie personnelle, à un moment ou l'autre, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, on s'engage dans la vie associative, comme on a vu ses parents faire, comme on trouve normal, de le faire parce que, ça donne du sens. Et puis un déclic à un moment, le soir du 21 avril 2002, ce fameux soir, je pense que je n'oublierai jamais, avec, Lionel Jospin, qui est éliminé du second tour et Jean-Marie Le Pen, qui est, lui, va au second tour des présidentielles. Pour moi, c'est un choc, je me vois encore devant ma télévision à ce moment-là complètement, coincée, pas pouvoir bouger. D'autant plus que j'ai, devant ma maison un militant, du FN qu'on me dit qu'il est sympathique et moi je dis: «Oui, enfin quand même ses idées, ça me convient pas vraiment, ça me convient pas du tout». Et ce soir du 21 avril 2002, j'ai un échange assez vif avec mon mari en me disant: «Tu vois, notre voisin, il se bouge, il milite et au résultat des courses, c'est Ça eux qui marche. sont au second Ouais, tour». ouais. Je dis: «Et nous, on regarde de manière passive la télévision, il va bien falloir se bouger là, on va pas pouvoir rester là comme ça». Et ce soir du 21 avril 2002, on va tous les 2 adhérer en ligne sur internet au Parti socialiste. Donc c'est vraiment le début de l'engagement, mais moi j'y vais, pas du tout pour être élue, j'y vais pour donner un coup de main en me disant, «On prend une telle claque qu'il va falloir reconstruire quelque chose et on a peut-être quelque chose à faire dans ce cadre-là». Comme j'étais déjà engagée associative, pour moi je le fais de la même manière. Et puis, ben, 2002, 2005, le oui et le non à l'Europe, encore d'autres combats et bon, sur lesquels je reste, engagée, mobilisée. Et puis 2008, les élections, municipales, comme j'étais, à l'association parents d'élèves, évidemment, j'avais eu quelques échanges avec, le maire en place. Évidemment, on n'était pas toujours d'accord. On avait eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises. Lui-même était militant au parti, socialiste et j'ai envie de dire que c'est assez naturellement qu'ils m'ont dit: «Bon, bah, écoute Laurence, viens nous donner un coup de main à la mairie, on fera peut-être mieux». Ou en tout cas, on pourra en échanger, en conseil. Et c'est comme ça que je pars au conseil municipal à La Roche-Maurice, en disant: «Mais attention, hein, moi j'ai quand même, 3 gamins, un boulot, j'ai pas trop de temps». «Non, non, t'inquiète, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose». C'est tellement pas grand-chose que finalement, comme je viens de la banque, on me confie, les finances. Mmh. Oui, c'est pas «Oh, tu c'est connais, sans doute le plus simple, hein. c'est pas Ouais. compliqué pour toi et puis en plus, ça te permet de faire ça le soir, au lieu de faire ça en journée, ça te demande pas de présence comme la vie, associative, la vie sportive donc tu verras, ça sera compatible». Bon, très bien, je continue mon petit trafic, effectivement, c'est compatible, on y va. Et puis arrive le conseiller territorial, là aussi. Ah oui. À l'époque, Nicolas Sarkozy nous dit qu'il veut fusionner le conseiller départemental et le conseiller régional. Et là, le titulaire du conseil dé enfin, l'élu au conseil général, à l'époque ça s'appelait, me dit: «Laurence, tu veux pas être, ma remplaçante, au département?» Je dis: «Non mais attends», je dis: «Là, moi, ça va pas être possible, hein, j'ai vraiment trop de boulot». Il me dit: «Non, mais t'inquiète, c'est juste pour le nom, il me faut un nom, la parité» et puis bon OK, mets ma photo et c'est pas grave, j'irai. Puis voilà, ça se passe un peu comme ça et entre-temps, le conseiller territorial, avance ou pas et là, on me dit: «Eh, tu pensé au régional?» Je dis: «Non, mais attendez, je fais la mairie, j'ai mon travail», puis on me revient et puis on me dit: «Non, mais Laurent, juste ton nom», je dis: «Oui, oui, mariée, 3 enfants, travaillant dans le privé, relativement jeune», je Ouais, on coche toutes coche les une cases, hein. ouais, ouais. Donc mais fin de liste si tu veux, enfin juste ton nom, quoi. Je refais juste mon nom. Bon et à ce moment-là, je suis 3e sur la liste dans le département du Finistère. Donc quoi qu'il se passe en 2010, je suis élue, que je sois dans la majorité ou dans l'opposition, ce qui est une autre histoire à ce moment-là qui commence à s'ouvrir. Voilà, j'ai envie de dire que ça se fait un peu comme ça, les municipales en 2014.
Le maire sortant, se retire, j'étais aux finances. Tu gères, tu sais, tu y vas. J'ai envie de dire que cette fonction de maire, je l'avais pas rêvée. Enfin, c'est pas un truc où je me suis dit: «Un jour, je serai maire de ma commune». Mmh mh. Je Ça s'est fait naturellement, heu, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ma fonction de maire et j'étais en même temps, vice-présidente, aux finances encore une fois et à la perspective, à la communauté de communes. Donc je trouvais que tout ça se nourrissait bien avec, le mandat à la région, 2010 et là, au fur et à mesure, je commence à diminuer mon temps de travail professionnel, Oui, quoi. c'est ça, enfin, c'était ma question, Voilà, c'est à quel moment est-ce que la enfin, bascule se fait un peu. ouais, c'est sans doute pas par le nombre de mandats que par, certains mandats qui sont plus exigeants que d'autres en Ouais, en termes fait, c'est quand je de deviens présence, maire. quoi. Quand je deviens maire en 2014, Ouais. là, je me mets en disponibilité totale, de mon employeur. Autant j'avais commencé à diminuer mon temps de travail déjà avant et là, en 2014, je me mets en disponibilité et et je ne fais plus que ça, mais pour le coup, je suis encore en disponibilité et j'ai plaisir annuellement, d'adresser ma demande de disponibilité à mon employeur, ce qui, dans ma tête est une forme de liberté. Parce que tous les ans, après les vacances d'été, donc ça va arriver un peu bientôt ça va arriver bientôt, je me repose la question, heu: «Bon alors, on y va encore ou tu retournes au boulot?» On va suspendre cette question-là parce que j'aime bien finir par celle-là, en fait. Finir par celle-là, mais peut-être en faisant un peu le tour, alors pas le bilan de mandat, pas, voilà, il y a d'autres moments, où on peut en parler, mais de la pratique quotidienne, de la vie, d'élu local. Alors aujourd'hui, tu n'as plus, ces mandats municipaux, hein, mais tu les as vécus, enfin du bloc local entre le PCI et la municipalité. Je veux bien, justement, peut-être qu'on reprenne par la pratique de l'élu, au-delà de ces questions de temps. Comment ça se passe? Et notamment, dans les mandats les plus fournis, comment est-ce qu'on rentre en dialogue avec les équipes techniques? Comment est-ce qu'on s'approprie aussi des compétences qui ne sont pas celles que tu avais en arrivant? Alors, banque, finance peut-être, mais c'est pas tout à fait la même chose quoi qu'il en soit. Mais rapidement, non, tu débordes de ces champs-là, pour aujourd'hui, être sur des questions d'aménagement du territoire, de stratégie foncière qui là, sont quand même très distants de ton champ professionnel initial. Comment déjà on rentre dans ces nouvelles questions? Est-ce que ça pose problème? Puis quel est le rapport aux sachants finalement, hein? Qui sont les équipes, alors, assez légères au niveau municipal, mais déjà plus fournies, dans les intercommunalités ou à la région? Je vais les prendre à plusieurs niveaux. J'ai envie de dire qu'en mairie, on est, on est effectivement le maire, donc on est là à un moment ou l'autre où on prend, des décisions, mais on est quand même, on travaille beaucoup en équipe avec les élus et beaucoup en binôme finalement avec sa secrétaire générale dans une mairie, heu, de moins de 2 000 habitants. C'est quand même, beaucoup. Un travail, d'échange avec la secrétaire générale où on s'approprie les dossiers, on lit, on cherche, on se pose des questions, on échange avec d'autres élus, avec d'autres techniciens. C'est beaucoup par le dialogue, c'est beaucoup d'auto-formation Mmh. quand même. Faut et d'investissement, personnel et en lien, bien sûr avec ce qu'on entend, avec la population. Donc j'ai le bloc communal, moi je trouve qu'il s'est approprié de manière, très progressive, dans le dialogue. Quand on arrive à l'interco, on a déjà un peu plus de staff, il y a déjà, un directeur des services, il y a, un directeur des finances, quelqu'un dédié à la prospective et donc là, on commence à être nourri, beaucoup plus nourri, de notes d'arbitrage, de notes d'enjeux, de réunions de bureau qui font débat. D'autant que j'étais à la communauté, j'étais dans un deal politique, donc je faisais partie de enfin, j'avais intégré, le bureau, communautaire, mais je ne représentais pas la majorité. Ouais. Donc j'avais mes lignes rouges que j'avais posées en amont et en permanence, que je reposais régulièrement, de manière très tranquille, ça se passait bien, mais qu'on reposait quand même, heu, à l'échelle du bureau communautaire. Heu, donc les choses se font de manière assez, naturelle, j'ai envie de dire, mais quand même avec beaucoup de travail. Ouais. Quand même avec beaucoup de travail. Ouais, mais c'est quoi ce travail, concrètement? Enfin, je veux dire,
à un moment, on se fait des formes de cours du soir, accélérés pour maîtriser les sujets. On voit parce qu'on en voit arriver, puis j'en produis moi-même, ces bouts de PowerPoint de comité de pilotage avec, des termes compliqués, avec, des arbitrages pas évidents, avec, des enjeux prospectifs, qui sont pas complètement simples pour les sachants. Alors quand on vient pas du métier, quand on aborde des sujets comme l'aménagement du territoire ou pire les questions foncières, heu, Comment on s'approprie ça? ouais, c'est un peu une Alors forme d'abord, je pense d'aventure. que si on est sur ce sujet-là, alors moi ça s'est fait un petit peu par hasard, mais je raconterai après et puis comment on est arrivé à construire tout ça. La réalité, c'est que ça correspond bien à mon identité. Je vous ai dit tout à l'heure que Ouais. j'étais une fille de paysan, et quand je dis paysan, j'utilise, bien ce terme-là, ayant vécu, à la campagne, dépendance aux véhicules, ayant vu, les bourgs se transformer, se bétoniser, des sujets sur lesquels j'étais pas insensible, loin de là, passionnée, d'horticulture, persuadée depuis des années que les arbres se parlent. Bref, certains ont considéré que c'était pas très cohérent tout ce que je racontais. Maintenant, c'est un peu plus documenté, donc très attirée, naturellement, on va dire, par toutes ces thématiques, environnementales. Donc quand, on se repose ces sujets-là, comment on travaille? Bah, d'abord, on les retravaille en lien avec ses centres d'intérêt. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on se redocumente, on relit, on redécouvre des choses, on regarde des documentaires qui sont en lien avec les thèmes qu'on a à travailler et aussi ses centres Mmh. d'intérêt. Donc tout ça fait un moment système, plus tout ce qu'on a la chance, d'avoir ou comme conférence ou comme accès à la formation, plus, les interactions qu'on a en permanence avec les élus, nourrissent finalement notre réflexion. Donc c'est pas il y a pas de formation académique, enfin, je n'ai pas suivi un parcours académique pour devenir élu, ni même sur les sujets, d'aménagement, mais nourrit beaucoup mes réflexions par des lectures, par des documentaires et par des échanges avec, des personnes, autant passionnées souvent que moi. Et tu abordais, oui, des changements de sujet, une bascule, comment ça se passe? Comment est-ce que tu justement, Comment on arriver à ces passes des thématiques? finances à aujourd'hui au SRADET, puis on va y venir, heu, On a une délégation à un moment ou l'autre, quand en 2015, Jean-Yves Le Drian me propose, l'aménagement du territoire, heu, il me le propose pas pour parler d'urbanisme. À l'époque, c'est plus l'accompagnement des collectivités locales dans leurs projets. Donc et ça reste des sujets, heu, de cette délégation. Donc moi accompagner, enfin imaginer, être en relation avec les élus locaux pour les accompagner dans leurs projets locaux en étant moi-même maire, ça me pose pas de sujet. ouais. Ça m'interpelle pas trop, ça m'interroge pas trop et au contraire, j'ai envie de dire, ça nourrit plutôt, y compris mon projet, municipal et même mes réflexions à l'échelle de la communauté. Oui, voir des liens avec Voir des liens de partout, des expériences qui se font, des nouveaux partenaires que je n'avais pas identifiés, donc tout ça pour moi est très riche et se nourrit beaucoup. La question du SRADET, il arrive finalement par la loi, qui dit que les régions vont devoir, faire un document, intégrateur et prescriptif qui s'appelle le SRADET et que c'est dans le périmètre de l'aménagement du territoire et là, on se dit en Bretagne: «Comment on va faire ça?» mmh, Et dès lors, on dit: «Il y aura un volet réglementaire qui va s'imposer». Voilà, Jean-Yves Le Drian pose le sujet de construire la Bretagne, horizon 2040 d'une autre manière. Et donc nous, on travaille en Bretagne, sur ce sujet de manière assez, je trouve moi assez passionnante puisque, hem, moi à l'époque je suis vice-présidente à l'aménagement du territoire. Il y a, Jean-Michel Le Boulanger qui est vice-président, 1er vice-président à la région en charge de la culture et Thierry Burlot, en charge, des questions d'eau. Et donc on se dit: «On va construire, la Bretagne et ensemble, avec les 3 vice-présidents, on va essayer de construire ce projet qui est le projet de la Brescope». Et donc on va engager un certain nombre de travaux participatifs avec les acteurs en se disant que, notre schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, notre fameux SRADET, sera une partie réglementaire, mais qu'on aura au contraire à construire une politique globale en cohérence avec nos ambitions horizon 2040. Et c'est comme ça, de manière un peu itérative, que se construit ce SRADET. oui, d'accord, mais ce qui dépasse largement, le mode d'emploi finalement fixé par l'État, avec un SRADET qui en plus, à l'époque, on est avant climat résilience et un document assez sec, assez technique, Mmh. a été fait, hein, dans certaines régions, dans pas mal de régions d'ailleurs,
un peu par le bureau, derrière la compta là, de façon assez discrète et sans chercher à faire beaucoup de bruit sur le territoire. Vous avez un peu le parti pris inverse et c'est intéressant de se dire à 3 élus, alors en Mmh. plus, des choix de compétences. Comment on travaille entre élus justement sur des sujets, comme celui-ci qui est pas du tout déblayé? C'est-à-dire que la méthode n'est pas écrite, elle n'a pas été pratiquée ni ici ni ailleurs d'ailleurs. Donc là, on est en train d'inventer des choses, Mmh. c'est pas tout à fait des politiques publiques, mais c'est un Non. moment, Mmh. c'est un dispositif, heu, comment on travaille à 3? C'est vraiment à 3? C'est 3 plus, des techniciens? Il y a vraiment des moments à 3? Enfin, comment on articule tout ça? De façon concrète en fait, ça Heu, Franchement, au début, on nous dit: «On va construire, la Bretagne demain, horizon 2040, on va faire des ateliers participatifs, on est, avec un cabinet qui nous accompagne». Moi, j'avoue qu'au début, je trouve pas trop ma place dans mmh, ce dans ce sujet-là. On a un vice-président de la culture qui fait des très beaux débats, qui a une vision mmh, pour la Bretagne, avec la culture bretonne, avec son identité et autres, sa force. On a un vice-président, sur les questions d'eau, lui, qui est très engagé aussi sur les questions d'eau, sur la limitation, des ressources. C'est le fait qu'il va bien falloir faire attention, puisqu'il a été lui-même, vice-président à l'aménagement du territoire avant, qu'il va bien falloir faire attention sur, le lien qu'il y a entre construction et mmh. consommation d'eau. Et puis moi qui ai plus ma vision d'accompagnement des projets, locaux et peut-être de ces sujets, d'incohérence qu'il peut y avoir entre les débats qu'on peut avoir et ce qu'on fait concrètement sur les Ouais, territoires ouais, mais les 2 pieds aussi dans le et concret les du 2 pieds dans le territoire concret. local. Donc en fait, on fait beaucoup d'ateliers. On fait beaucoup d'ateliers participatifs. On part d'une centaine, propositions, pour changer, pour construire la Bretagne horizon 2040 et avec, l'ensemble des conseils de développement de Bretagne, avec les associations, avec, les acteurs culturels, avec les acteurs économiques. On essaye de prioriser des choses qui correspondraient à la Bretagne de demain, vers où on veut l'amener. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on pose le sujet, de la finitude des ressources d'une manière générale et notamment, de la finitude de la consommation du foncier puisque entourée, de mer, on voit bien que, la Bretagne a des limites, d'autant plus que si on veut, continuer à nourrir les hommes et les femmes en Bretagne, il est peut-être temps d'arrêter de grignoter la terre agricole. Donc on pose ces sujets-là 2015-2017, il y a bientôt, 10 ans. Mmh. Je peux vous dire qu'à l'époque, quand on met ces mots-là, les élus locaux ne comprennent pas ce qu'on dit pour beaucoup. On est à des lieues, de ces réflexions. Autant aujourd'hui, certains sont opposés, d'autres, sont volontaires pour essayer, de s'engager dans cette dynamique, mais en 2015, ce n'est pas compris. Ouais, la Bretagne, c'est plutôt un haut lieu, de la consommation d'espace, hein, pour prendre les mots académiques. Il y a un modèle de développement, qui est quand même basé sur l'extension des lotissements en périphérie, les zones d'activité autour de la 4 voies. Heu voilà, enfin, il y a alors, on est il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 10-15 ans, on va dire, mais il y a un début de prise de conscience, il y a l'arrivée de l'établissement public foncier, il y a tout un travail qui est là. Toi toi, à quel moment tu fais le lien finalement avec, en fait, tes racines agricoles, une attention aux enjeux environnementaux, mais aussi un modèle de développement urbain, une machine, qu'on voit bien aujourd'hui, mais qui est assez complexe? Le sujet le sujet de la finitude des ressources, quand on le pose, on sait que c'est un petit peu, la fin et on voit émerger en Bretagne des centres-bourgs, des centres-villes qui commencent à être en Mmh, difficulté, avec des dynamiques, pas positives du tout. D'ailleurs, on engage à ce moment-là, en 2015-2017, il y a aussi 10 ans, des appels à candidature aux centralités, parce qu'on voit que les bourgs se vident et donc là, on se dit: «Il y a un sujet». On ne peut pas avoir des bourgs qui se vident, des extensions, foncières comme on fait, de plus en plus loin du bourg, une dépendance, forte, aux véhicules et puis remettre des millions pour refaire, notre bourg alors que, on en met autant pour, étendre et pour le coup, pour être vice-présidente aux finances et à la prospective à la communauté de communes, je vois bien que l'extension des réseaux d'eau, l'extension des réseaux d'assainissement, tous ces sujets-là qui ont des modèles, complexes, financiers, peuvent pas rester dans ce mmh, domaine-là, mmh. quoi. Donc là, c'est un peu comme un puzzle, hein, j'ai envie de dire. On a, ces centres d'intérêt, on a, ce qui nous nourrit, dans nos lectures et autres et puis à un moment, la pratique et les échanges avec les élus font que le puzzle se met en place et on se dit: «Mais
il est urgent de changer de modèle et moi j'ai envie de dire que, la Bretagne, mais comme de nombreux autres territoires, mais la Bretagne plus que d'autres sans doute de par notre développement pavillonnaire avec nos villes moyennes et autres et nos petits bourgs, qui sont quand même plus gros que par ailleurs, est restée sur un modèle des années 80 et pour moi le modèle des années 80 c'est le modèle, pavillonnaire avec le super hypermarché et puis, métro boulot dodo et quelque part c'est comme ça qu'on isole, entre guillemets, les uns et les autres, que la vie se concentre uniquement sur la vie au travail, qui était certes nécessaire, mais il y a toute la vie sociale et tout ça se délite de par notre mode d'aménagement et non seulement ça se délite et en plus nos impacts environnementaux et on se dit, demain, net carbone ou zéro carbone horizon, 2050, nos sujets on les pose pas, de la bonne manière. Mmh. Donc comment on repose tous ces thématiques-là? Et j'ai presque envie de dire que si on n'est pas capable de faire le foncier, je vois pas comment on fera le net carbone. Ouais, sans doute, encore faut-il arriver à se le dire, en fait, à arriver à réaliser, l'ampleur des problèmes. Enfin, mettre les mots sur le problème, Mmh. c'est l'essentiel, hein. Déjà, il faut prendre conscience que Alors qu'on a l'habitude quand même de s'étriper sur les solutions en France, souvent on répond pas à la même question, ouais. hein, donc on est déjà, en général, pas d'accord sur la question. Il y a dans le pour accélérer cette histoire-là, il y a aussi, donc ce document technique, hein, qu'est le SRADET, devient un objet politique, Oui. alors à Bormou, hein, Mmh. un truc voilà, et puis on a climat résilience au milieu, le zéro artificialisation nette qui finalement, vient donner une fonction éminemment politique, c'est-à-dire se partager la ressource, une ressource en plus qu'on considère comme rare et sur lequel on vient créer heu, une forme de pénurie artificielle, hein, qui est le zéro artificialisation nette. Bref, c'est climat résilience 2021, tout à coup le SRADET, Accélère. prend une fonction, très technique, hein, mais avec des enjeux extrêmement politiques. Il faut arriver à se mettre d'accord sur le territoire, sur le partage de la ressource. Comment c'est vécu ici? Comment c'est appréhendé? Heu, pour ensuite raconter l'histoire de comment c'est géré. Peut-être se redire que quand on avait décidé collectivement de travailler au projet pour la Bretagne Horizon, 2040, comment on construit, la Bretagne, on Ouais, le avait sujet était déjà acté identifié, ouais, ouais. on avait acté qu'il y aurait une partie réglementaire avec le SRADET 1 et on avait acté aussi qu'il y avait un projet accompagnement sur la mise en œuvre. Pour être très cohérent, dans le SRADET 1, on dit qu'on va mettre fin, c'est pas à la consommation foncière, mais à l'utilisation de ou à l'ouverture de nouvelles zones de construction dès 2040 et donc à partir de 2040, on ne consommerait que ce qui est déjà autorisé pour finalement arriver autour de 2050 vers, plus de consommation foncière. On l'avait écrit de manière assez, légère mais réglementaire et elle s'imposait pour le Oui, mais coup. c'est une des Heu, premières fois où c'est écrit sur le voilà, territoire à un niveau c'était local. écrit Ouais. et de là, on met, et on le dit, ça c'est la partie réglementaire et la partie volontaire, c'est mettre en cohérence nos politiques publiques et ça veut dire que c'est là qu'on décide de ne plus accompagner, financièrement des projets qui iraient consommer du foncier. C'est là qu'on décide d'accompagner, des projets en utilisant des écomatériaux, des matériaux biosourcés. Mmh. C'est là qu'on décide que, nos bâtiments, on travaillera plutôt la réduction de la consommation d'énergie et autres. Donc on essaye de mettre en cohérence l'ambition que nous avons pour la Bretagne avec les sujets de la raréfaction des ressources d'une manière générale. Donc quand la loi climat et résilience arrive, on se dit: «Bon, elle n'est pas écrite tout à fait comme nous, heu, nous c'est, 2040, pour arriver peu ou prou en 2050 au peu même chose près et il y a la loi climat résilience qui nous le dit». Sachant qu'on a des oppositions qui nous disent depuis le début qu'on n'aurait jamais dû écrire ce qu'on a écrit sur, SRADET 1 et puis qui nous disent: «Mais de toute façon vous avez bien vu, vous avez pris de l'avance, il faut absolument que vous vous inscriviez, dans la roue, de la loi climat et résilience». Auquel cas on dit que nous on a toujours respecté, la loi et ça je pense que les élus locaux doivent s'inscrire dans le respect de la loi. Enfin, pour le coup, c'est même pas discutable pour Même au moi. niveau régional, oui, oui. Même au niveau régional et Et tous les élus locaux, et même en Rhône-Alpes. partout, on est bien d'accord et donc que bien sûr, on reverra notre document, notre SRADET pour se mettre en cohérence, sur ce sujet-là. On est élus, fin juin, début juillet, 2021 et fin août, il y a la rencontre nationale des Scots en Bretagne, à Saint-Malo. Et la loi climat résilience est passée là et avec mon président, on propose de rencontrer l'ensemble des Scots de Bretagne dès fin août, finalement dans les 2 mois qui suivent, notre réélection, pour poser, les sujets, de cette loi climat et résilience,
de l'horizon 2050 et de la manière dont on pourrait travailler ensemble pour construire et s'inscrire dans la loi climat et résilience. Ça, c'est le début de l'histoire, en fait, hein. C'est le début parce qu'on va pas refaire l'histoire législative, mais je veux bien qu'on raconte un peu le détail ou en tout cas le concret, en fait, de l'atterrissage, en local, du ZAN. Il y a eu la volonté dès le début de mobiliser. Contrairement à ce qu'on croit à l'extérieur, il n'y a pas un consensus breton. Moi, je le répète souvent, hein, non, il n'y a pas un consensus de Non. fait. Il y a une capacité à s'engueuler à huis clos, Ouais. et à présenter un front commun à Ouais. l'extérieur, Ouais. ça oui. Mais justement, comment on fait consensus? Parce que là, on rentre dans le cœur du sujet, parce qu'il y a l'artificialisation nette, le SRADET, et cetera, et cetera. Mais il y a aussi plus globalement la capacité à aligner des élus locaux, à trouver le consensus, hein, sur des sujets qui là sont des sujets nécessairement de friction. Quand on parle du foncier, on parle de l'intime, hein, Mmh. la capacité ou pas à faire des projets, à faire un nouveau lotissement, à garder l'école ouverte, et cetera, et cetera. Donc on parle de vrais sujets. C'est pas tout à fait du pétrole, heu mais pas loin, hein. Hem, comment ça se passe? Il y a ce premier round donc de discussion, de Donc il y rencontre a des cette différents rencontre, Scots? fin août, hein, où quelque part, même moi avec le président, on arrive et on est prêt à faire une proposition et on la sous-entend d'ailleurs, au président, des Scott, en leur disant: «Ben, on va devoir travailler ensemble». On propose même quasiment de faire leur ingénierie, s'ils le souhaitent, en se disant: «Ben, on est appelés à travailler ensemble, vous aurez une copie à nous rendre, pour, fin novembre. Hem, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose?» Et là, on a les élus et c'est normal, les élus présidents des Scott qui nous disent: «Oui, on a bien vu la loi climat résilience, mais on a une vraie responsabilité et donc nous, on va assumer notre vraie responsabilité et c'est pas la région qui va nous dire ce qu'on doit faire». Très bien, donc évidemment tout ça, se fait, dans des échanges très courtois, mais chacun à sa place et je pense que ça c'est très important de se rappeler, chacun à sa place Mmh. et dès le début. C'est-à-dire que c'est pas une région qui prend la main sur l'ensemble des territoires, c'est une région qui travaille avec les territoires. Et des territoires qui nous disent: «Et ça, c'est une chance, oui, on va travailler, oui, on va s'engager, mais vous allez pas nous dire comment. Mais vous allez pas nous dire Mmh, mmh, comment». mmh. Et donc la loi demande, aux Scott, d'écrire un document, pour, novembre 2021 et ils s'organisent, pour le faire, mais ils posent plusieurs conditions. La première, c'est que, s'ils s'organisent pour le faire, c'est qu'on tienne compte de ce qu'ils auront écrit. Première condition. Plutôt saine. Tout normal quand on demande à quelqu'un de travailler. Une deuxième, c'est qu'ils soient associés tout au long des travaux. C'est-à-dire que, oui, on doit tenir compte, mais en plus, il faut qu'on les associe tout au long des travaux. Une troisième, c'est qu'une fois qu'elle sera mise en œuvre, on travaille aux outils d'accompagnement de la mise en œuvre. Et une quatrième, c'est qu'à l'échelle de la Bretagne, on parle le même langage sur ce que c'est la consommation foncière. Mmh. C'est les 4 principes générateurs de, leur contribution, une contribution de 35 pages qui est d'une très, très grande qualité, qui est, le fruit de consensus entre eux. Et je dis bien entre eux parce qu'à l'époque, j'ai demandé, d'avoir un siège juste pour écouter. Au début, c'était pas gagné. Mmh mh. Et ils me disent: «Ben non, c'est nos travaux», je dis: «Oui, oui, mais vous savez bien que vous êtes obligés de nous rendre la balle à un moment ou l'autre. Vous nous passez la balle fin novembre, on va devoir travailler ensemble, mais vous nous confiez enfin, c'est nous qui avons la responsabilité. Donc il y a un moment, c'est nous qui devrons écrire d'une façon ou d'une autre». Donc moi, je leur dis, je devrais écrire et les délais étaient courts, hein. On Ah, avait, c'était extrêmement court, oui, les oui. délais étaient courts, on avait 6 mois. Je dis: «Vous imaginez si je ne participe pas, si je n'entends pas vos échanges, comment imaginez-vous que j'arrive, moi, À ne à pas trahir. retranscrire ensuite ce que vous souhaitez ou à tenir compte de ce que vous avez, écrit?» Donc là, on m'autorise, à venir, quasiment sur un strapontin, écouter, leurs débats et c'est ce qui se passe, en fait. C'est comme ça que ça se passe, et donc je participe, au débat et ils nous rendent la copie et ensuite, une fois que la copie est rendue, il faut rentrer dans le mode, répartition du foncier à l'échelle de la Bretagne parce qu'on peut être pour, intellectuellement, tout le monde va dire: «On est d'accord, il faut protéger le foncier». Tout le monde dit: «Bah oui, en agriculture, en Bretagne, on respecte, on doit consommer moins de foncier». La question du mode de développement, et de l'habitat, c'est un autre sujet qui Mmh. ne fait pas toujours consensus, loin de là, mais tout le monde veut protéger, l'agriculture dans l'absolu.
et protéger, le foncier, la biodiversité, les enjeux de climat, j'ai presque envie de dire que là-dessus, d'une manière générale, Non, sur les principes, on les arrive grands toujours à principes s'entendre. C'est quand on arrive au concret. dans le C'est concret. alors qui renonce à son lotissement? Voilà. Qui renonce à son lotissement et bien, je pense que, comme ce qui avait été posé depuis le début, c'est considérer qu'on va travailler en subsidiarité. Ça veut dire que d'abord, c'est pas le conseil régional de Bretagne qui va dire: «Toi, tu vas renoncer à ton lotissement». Ça veut dire que nous, à l'échelle de la Bretagne, il y a 26 SCOT. On travaille avec les 26 SCOT. Ce sont des élus dans les SCOT qui eux-mêmes vont devoir faire leur projet de territoire. Et donc on doit avoir un projet régional qui intègre ces 26 territoires, qui devront être retranscrits ensuite. Mais nous, notre travail s'arrête au SCOT. Et à chaque fois, pourtant on pourrait être interrogé, viens me dire, viens ceci, viens cela. C'est pas à nous d'aller dire ce qui doit se faire sur les territoires. Chaque élu, en responsabilité, par rapport aux documents qu'ils ont à élaborer, par rapport à leur projet politique, j'ai envie de dire, et par rapport à leurs valeurs, doivent mettre en œuvre leur projet par rapport aux ambitions qui leur ont été. Donc là, il y a à la fois cette question de la subsidiarité, mais un nouveau passage de relais, hein, quelque part, à un moment, comment est-ce que les SCOT, déjà, arrivent à se parler et arrivent à se mettre d'accord pour nourrir le SRADET, mais le SRADET, à un moment, retombe dans leurs mains, hein, Ouais. c'est à eux d'en Ouais, faire quelque ouais, chose ouais. d'intelligent, et comment ils le traduisent sur le terrain. Euh, ça se passe comment ce nouveau passage de relais? Comment est-ce que, finalement on arrive à parler, heu, à la fois du fond et de cette question de la répartition, du tableur Excel et cetera, et cetera? C'est un retour qu'on a beaucoup, hein, venant des territoires, qui est de dire: «Bah, climat résilient, ça a provoqué un grand débat sur la fabrique de la ville, mais qui s'est quand même réduit à un débat autour d'un tableur Excel dans bien des cas», hein. Ici, c'est pas tout à fait le cas. Même si on s'est servi de Excel. Oui, bien sûr. Il y a eu ça, mais comment est-ce qu'il y a pas que ça, en fait? Il y a pas que ça. D'abord, c'est quoi les grandes ambitions, que nous avons et on le porte? Est-ce qu'il faut aider, quelqu'un qui a beaucoup consommé de foncier? Est-ce que, celui, qui a consommé beaucoup de foncier doit être pénalisé? Question 1. Mmh. Est-ce que celui qui a de l'eau, doit pouvoir construire sans se poser de questions et celui qui n'a pas d'eau doit pas pouvoir le faire? Qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'on va décider où les gens vont habiter demain? Tous ces débats-là, on doit les avoir entre nous et Mmh. on doit essayer d'avoir une forme de doctrine ou autre, ou une forme de règle en disant, ben, chaque territoire doit pouvoir mettre en œuvre son projet. Je pense que ça, c'est majeur et à partir de là, on essaye de créer un certain nombre d'indicateurs. C'est-à-dire que la loi climat et résilience, elle dit 50 de consommation foncière. OK, moi j'ai beaucoup consommé, j'ai le droit à 50. À l'inverse, moi j'ai beaucoup protégé. Mmh. Ça fait des années que je fais attention, donc j'ai rien consommé, donc j'ai le droit à 50 de rien. Ouais, les bons et les mauvais élèves, Voilà, hein, les bons et donc les mauvais élèves, tous ouais. ces sujets-là, ils ont été posés. Ils ont été critérisés. Une fois qu'ils ont été posés, je vous le résume, mais c'est 12 journées entières de travail. 12 journées entières de travail de 8 heures à 17 heures, avec des étapes intermédiaires, des attendus, et on se décide, est-ce qu'on est sur la bonne voie et est-ce qu'on continue comme Mais ça? c'est pas 12 jours d'affilée, hein, Et c'est pas 12 jours d'affilée. ouais, Et on laisse le ouais. temps à chacun de respirer. On définit ensemble des indicateurs. On définit ensuite l'orientation de l'indicateur. Est-ce que c'est est-ce que ça influe positivement? Mmh mh. Hein, est-ce qu'on te donne plus à construire parce que tu as consommé beaucoup ou au contraire, à l'inverse, qu'est-ce que tu as créé comme emploi? Est-ce que tu as du vide, du logement vacant sur ton territoire? Est-ce que tu as des espaces de biodiversité? Est-ce que tu as des zones protégées? Ouais, mais donc autour de l'indicateur, on parle du fond quelque part. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut Oui, insister, quoi. qu'est-ce qu'il faut protéger? Ouais, ouais. Et c'est quoi l'ambition, que nous avons, tout ça? On le transforme en 12 indicateurs, on donne les orientations des indicateurs et après on va donner le poids des Mmh. indicateurs. Mais pour l'anecdote, la dernière journée où je fais la proposition, heu, de répartition à l'échelle, de la Bretagne, là, je dis à mon président, je l'appelle, je lui dis: «Bon, ça serait bien que tu viennes là parce que Ouais, le il faut dernier donner du jour, ça poids à fait tout 12 ça. Ouais, jours, ouais. tu as été là à l'ouverture, à Saint-Malo, ça fait énormément de travail qui a été réalisé, je pense qu'il serait content de te voir, ce serait bien que tu viennes» et puis il me dit: «Mais tu es sûr de ton coup?» Parce que des coups, pour le coup, il y en a à prendre, hein, sur ce sujet-là. Ah, il y en a beaucoup et Ouais, je moi je veux bien qu'on en parle aussi de ce truc-là. C'est quand même, heu, c'est quand même particulièrement peu valorisant, tout ça. C'est-à-dire on débarque, heu
en disant: «Bon écoutez, il va falloir serrer la ceinture les amis, Mmh. hein, c'est quand même porteur de mauvaises nouvelles». On peut le faire de façon très académique, minimaliste, en disant: «Bon, tout le monde est à -50, puis il y en a certains qui sont -51, d'autres à -49, hein». Mais bon globalement, voilà, c'est le ruissellement administratif ou scoltiner justement un débat sur le fond, quels indicateurs, faire une proposition et cetera. Moi je comprends que le président ait pas nécessairement envie de débarquer. On sait que c'est quand même, non seulement très complexe, mais en plus tellement complexe que politiquement, c'est pas valorisant. Heu, donc comment on affronte, comment on se mobilise pour arriver à affronter un tel niveau de complexité et de risque politique? Le risque politique est réel. Il est réel et je ne cache pas qu'il a fait débat, y compris au sein de notre assemblée, y compris au sein de notre majorité, Ouais, ouais. en disant: «On a plus de coups à prendre, faire passer ce sujet-là, il y a plein de régions qui y vont pas, pourquoi on irait comme ça? Les élus on voit pas comment on va le faire». Moi, je reste, assez persuadée que, quand on a posé le sujet de la Bretagne horizon 2040 et que collectivement, on s'est dit qu'on avait 3 sujets majeurs en Bretagne. C'est le sujet de la transition. Il faut accélérer les transitions. C'est ce que tout le monde dit sur Mmh. papier. Après, il faut passer à l'acte. Mais globalement, dans l'ensemble des débats, il faut accélérer les transitions. Donc ça, quand on a entendu ça de manière très forte, pas une fois, pas 2 fois, mais par des collectifs, différentes manières, on l'a bien entendu. Il faut plus de solidarité sur les territoires et Ouais. permettre à chaque territoire, la cohésion, la culture, enfin et à chaque territoire de se réaliser. Quand on est convaincu qu'il y a ces sujets-là et qu'on est face à cette raréfaction, des ressources et qu'on sait que c'est le modèle qu'il faut changer, qu'on ne le fera pas du jour au lendemain. C'est des sujets et qu'on voit l'évolution qu'il y a pu avoir, y compris depuis 2015, puisque j'avais la chance de piloter déjà, Mmh je le mh. dis aujourd'hui que c'était de la chance, mais à l'époque, je leur aurais pas dit ça comme ça tout de Ouais. suite, que j'avais déjà la chance de piloter ce projet-là. On est intimement convaincus qu'on est sur la bonne voie et que, on ne doit pas trembler dans des moments comme ça. Ah mais parce qu'on avait déjà entamé le chemin avant, Oui. finalement. Déjà On avait déjà entamé sensibilisé. ouais, ouais. On avait déjà sensibilisé. On avait une partie des gens qui étaient matures dans la réflexion. Après, inquiet dans la mise en œuvre. Mais tout le monde est inquiet dans la mise en œuvre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la conférence des Scott avait bien dit: «Il nous faudra des outils d'accompagnement». Mmh Et mh. c'est pour ça qu'on travaille aux outils d'accompagnement. Et si on ose, bah, c'est parce qu'à un moment ou l'autre, de toute façon, et moi je le dis très souvent, si on est élu, c'est pas pour faire des fichiers Excel, hein. C'est pour gérer des complexités. Mmh. Et s'il suffisait, de gérer des fichiers Excel, il y aurait pas besoin d'élus. Soyons à l'aise. Et c'est bien parce qu'il faut croiser, l'ambition politique, heu, le projet politique à la réalité, quotidienne et aux difficultés qu'on arrive à avancer. Pour le territoire là, sur ce sujet plus global, hein, de l'aménagement du territoire, donc au-delà du fichier Excel, qu'est-ce qui va être déterminant là, à l'avenir? Qu'est-ce qui va faire que ça marche? Ce qui fait que ça marche, c'est que le projet est partagé. Ce qui fait que ça marche, c'est que tout le monde aille dans la même direction. Quand je dis tout le monde, je dis pas que tous les élus sont convaincus que c'est la bonne solution, mais c'est qu'il y a un collectif, une majorité qui se mobilise en faveur d'eux. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, on voit bien, déjà maintenant, que les élus ont commencé à se poser les questions. Et donc on a des exemples, on a, des pairs, on a une capacité à faire. Il y a de l'inventivité, de la créativité et au fur et à mesure, il y aura des nouveaux outils qui vont permettre de le faire et de manière donc comme toujours, on aura des éclairés et des éclaireurs. Ouais, 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 mais capitalisons sur ceux qui ont déjà suivi ce chemin-là, qui était Voilà. un peu rude quand même, hein, ces dernières années. En même temps, le chemin, pour les années qui viennent est pas complètement, simple, hein. On parlait de transition, on peut parler d'adaptation, on peut parler de crise, est-ce que justement la pression de ces enjeux-là, de ces questions-là, la nécessité, heu la nécessité de bouger en fait, la nécessité de transformer, hein, face à un contexte qui change, et la nécessité de s'y adapter. Est-ce que ça change aussi, heu, le rôle des élus locaux et quelque part la nature même des élus locaux dont on a besoin? Je dis souvent que l'ère des maires, bâtisseurs est un peu passée. Qu'on est, maintenant avec des maires,
protecteur. Mais protecteur, évidemment de nos habitants, mais protecteur, de leur environnement, protecteur de la manière de vivre ensemble. Tout ça, il faut le rebâtir. Un élu, jusqu'ici, il faisait son bâtiment, on était content, il l'avait fait, il a eu ses dotations pour le faire. Le contexte a changé. La question de la finitude de ressources, c'est une réalité. On construira plus de la même manière. On doit pouvoir utiliser nos manières, on ne se bougera pas de la même manière. Par contre, il faut garder de la cohésion, il faut garder une ligne, il faut garder une ambition. Et ça, l'élu doit être assez à l'aise avec ces sujets-là, sur son positionnement. Je pense que ça, c'est majeur dans la manière de faire de la politique demain. Parce qu'il faut sans doute beaucoup de conviction et de pédagogie et de temps, sachant que un des enseignements, si j'ai envie de dire, c'est qu'on ne le fait jamais tout seul. Un projet comme on l'a fait pour la Bretagne, le SRADET, le Conseil régional de Bretagne seul, on n'aurait pas été à même de le faire. On n'aurait pas été à même de le construire. C'est bien parce qu'on a été un collectif embarqué sur un sujet, sur un projet qui nous a animés, qu'on a réussi à le faire. Ça, c'est majeur. Donc faire de la politique comme ça, demain, c'est majeur. Ouais, un collectif embarqué et donc la capacité d'embarquer un collectif, hein, et ça, les étoiles, hein, ça s'aligne pas tout seul, hein. Encore faut-il avoir des aligneurs et des aligneuses d'étoiles. Peut-être une question pour finir, au prochain coup? Est-ce que tu comptes y retourner? Je suis déjà élue depuis quelques années, j'ai fait quelques projets, très enthousiasmants. Ce que je suis, moi, convaincue, c'est qu'il faut faire tout ce qu'on peut faire jusqu'au bout de son mandat Ouais. et se poser la question au bon moment. Le moment n'est pas venu. Mais vraiment n'avoir aucun regret à la fin de son mandat pour avoir, mené tous les combats qu'on devait mener. Ça, pour moi, c'est majeur et c'est ma priorité. Ouais, peut-être jouer chaque mandat comme le dernier match. Ouais. Bon, j'aurais fait une parabole footballistique, c'est pas mon C'est pas habitude, grave. mais on on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, Laurence. Merci, merci.